Vade Retro Satan, Viva Christo Rex, Ave Maria. Voilà le type d'inscription que l'on pouvait lire sur les installations pérennes du Hellfest. Des dégradations à caractère religieux commis dans la nuit de samedi à dimanche. Au total, c'est près de 30 000 € de dommages pour le festival. Il y a eu essentiellement des travaux paysagers, des tags, donc ça, c'est pas des dommages financiers trop importants. Par contre, on a eu une grosse sculpture qui avait été créée l'an passé en fibre de verre, qui a entièrement brûlé. Une plainte va être déposée demain et une enquête sera ouverte. On va redoubler de vigilance et puis, mais rester serein sur l'organisation comme on l'est depuis tout le temps. Une manifestation d'opposants au Hellfest est prévue ce jeudi à Clisson. Des opposants historiques connus du festival, comme le collectif Provoque Hellfest, ça suffit. Ils devraient toutefois être moins nombreux que les 150 000 festivaliers attendus les 19, 20 et 21 juin prochains. On a vendu les 150 000 tickets en à peine 15 jours, ce qui n'est jamais arrivé à aucun festival en France, quelle que soit la musique. Donc c'est qu'il y a vraiment une ferveur autour de cet événement-là. Donc ce ne sont pas ces petits éléments perturbateurs qui vont faire en sorte de venir rouiller une machine qui désormais fonctionne très très bien, qui est bien entourée avec des partenaires, avec des collectivités qui sont toutes derrière cet événement. Donc on est largement serein. Les premières installations sur le site vont commencer dans 15 jours. Un service de gardiennage privé est prévu d'ici là pour éviter tout autre acte de malveillance. D'un côté, il y a Bringr qui permet aux marques de gérer leur présence sur les réseaux sociaux. De l'autre, iAdvise, un outil qui a pour objet de remettre de l'humain sur Internet en permettant aux visiteurs d'être assistés en direct pour leurs achats et leurs recherches. iAdvise vient tout juste de racheter Bringr pour 700 000 €. iAdvise a été fondé il y a 5 ans aujourd'hui et sur ces 5 dernières années, notre mission elle a consisté à pouvoir permettre à un visiteur de pouvoir être assisté quand il est sur le site d'une société. Je suis visiteur d'un site rue du Commerce, Fnac, Cdiscount. Je peux être assisté depuis ce site-là. En réalisant l'acquisition de Bringr, on va désormais pouvoir proposer à ce type de société-là de pouvoir assister ou engager la discussion avec des internautes en dehors de leur site internet. C'est une vraie complémentarité entre les deux offres. On travaille maintenant tous ensemble bien à l'union un peu de nos deux produits. Alors à terme, ça n'aura pas trop de sens de garder les deux marques parce que les marques correspondaient chacune à un produit et puis on va retrouver les fonctionnalités de Bringr dans iAdvise. Donc à terme, sans doute que la marque Bringr disparaîtra au profit de celle d'iAdvise. En 2014, iAdvise a réalisé 4,5 millions € de chiffre d'affaires. L'objectif 2015 est de 7 millions €. Une start-up nantaise ambitieuse qui, depuis ses débuts il y a 5 ans, croît son chiffre d'affaires de 100% chaque année. L'ambition d'iAdvise, elle est de devenir leader européen à très court terme. Elle est d'aller chercher 7 millions € cette année en chiffre d'affaires. Donc forcément, il est important d'être ambitieux, notamment d'être ambitieux d'un point de vue RH. iAdvise recrute en moyenne 5 nouveaux collaborateurs par mois et compte aujourd'hui une centaine de salariés. Ça se voit sur le visage du coach. Cette saison n'aura pas été de tout repos au HBC Nantes, mais les efforts ont porté leurs fruits. Il y a eu de grands bonheurs, de grandes joies, et on a rempli notre objectif. Parce que notre objectif était d'être européen, et de pouvoir éventuellement postuler à la Ligue des Champions. Pour le moment, on est dedans. Le club a ainsi remporté le premier titre de son histoire en Coupe de la Ligue. Mais il y a aussi des déceptions, une finale de Coupe de France perdue face à Paris, et surtout quelques irrégularités dans la saison. On a bien commencé le championnat, on a même très bien commencé le championnat et qu'à partir de là, à partir de la Toussaint, on a eu un creux, vraiment un creux de championnat où sans passer complètement au travers des matchs, on a lâché beaucoup trop de points et l'écart s'est fait. L'écart s'est fait notamment déjà avec les 2 premiers, puis après avec les 3 premiers, puis maintenant avec les 4 premiers et c'est ça le regret. Avant même le coup de sifflet final du championnat, les esprits sont donc tournés vers la saison prochaine. Avec 2 joueurs sélectionnés en équipe de France, l'éclosion de certains jeunes issus du centre de formation ou encore le départ de Mathieu de la Bretèche, figure emblématique du club, les dirigeants annoncent une équipe métamorphosée. On aura plus de joueurs l'an prochain, mais il n'y aura pas non plus énormément de recrutement. Mais il est sûr qu'on est aussi à un tournant. C'est-à-dire que depuis 2-3 saisons, on a vécu des choses avec un certain groupe et que ce groupe va être quand même en partie modifié. Le H attend aussi un changement d'envergure, leur déménagement du Palais des Sports de Beaulieu à la nouvelle salle de la Trocardière à Rezé. Réglage de la lumière, installation du travelling, vérification des caméras, si dense, on tourne. 1 sur 9, 6e. On l'attend depuis 3 ans, j'ai envie de dire, quoi. Parce que c'est vraiment la plus grosse production qu'on a été amené à faire pendant 3 ans. Et moi, je le vois plus comme un exercice final, d'abord comme un exercice, ensuite comme une carte de visite pour plus tard,
puisque c'est quelque chose qui sera dans nos dossiers, dans notre showreels. Et pour ce film de fin d'année, les étudiants de Ciné-Créatis ont transformé le parc du Grand Blotron en plateau de cinéma. 7 jours de tournage pour réaliser un court-métrage. Et du scénario en passant par la post-production, ce sont les étudiants qui assurent toutes les étapes du projet, chacun dans son rôle. Alors moi je suis chargée de production, donc si on parle d'un côté professionnel, c'est moi qui me charge de tous les financements en fait. Je m'occupe de gérer à trouver les fonds, je m'occupe de l'équipe, c'est moi qui engage les personnes sur le tournage, qui est responsable du tournage. Donc s'il se passe une couille, c'est de ma faute. Et notamment grâce au financement participatif sur Internet, les étudiants ont récolté 5 000 € pour réaliser ce film, une comédie horrifique qui met en scène une tondeuse tueuse. Tondre Passion, c'est l'histoire d'une tondeuse à gazon qui est téléguidée à distance par un gardien de jardin public en fait, et qui l'oblige à tuer les promeneurs dont il est jaloux. Techniquement, il est très complexe, mais en même temps, l'esthétique, ça compte aussi. Donc on essaie de faire quelque chose d'assez verdoyant, d'assez radieux, tout en ayant un côté gore et très violent. Voici donc pour le synopsis et l'intention cinématographique, mais l'exercice sert avant tout à mettre en pratique 3 ans d'enseignement. Ils ont un pied dans le monde professionnel, mais bon, on est une école, ils sont toujours à l'école, donc premièrement, c'est une fonction pédagogique ce tournage, mais c'est quand même un vrai film. L'idée, c'est qu'au bout de 3 ans, avec les stages qu'ils ont faits et avec la formation qu'ils ont faite, qu'ils soient aptes à travailler. Vous voyez une carte qui nous donne un aspect de la poche de Saint-Nazaire. M'ouvrons ici. En 1944, j'avais 21 ans. J'étais étudiant, c'était les grandes vacances quand la poche a commencé à la fin d'août. Et bon, les grandes vacances qui ont duré 1 an. Comment étaient les Allemands avec vous? Les relations c'était des relations diplomatiques, prudentes et puis un peu distantes. Ils attendaient la fin. Ils se rendaient bien compte qu'il n'y avait plus grand-chose à espérer. Bien sûr, on gardait l'espoir, on garde toujours l'espoir de la libération, mais on était sous la menace des obus américains. Le sentiment, au bout d'un moment, c'était la colère contre les Américains qui nous avaient encerclés, qui ne bougeaient pas et puis qui nous bombardaient journalement. On vivait avec la peur, constamment avec la peur. Voilà la reddition. Tout le monde connaît ça, tout le monde connaît ces photos-là. Il y avait de la joie d'être libre, de ne plus avoir les Allemands sur le dos, de ne plus avoir la menace des obus américains, mais bon, il y avait les ruines, parce que des ruines, il y en avait partout. Il y a eu des morts, il y en a eu 25 ou 30 à Bouvron, je crois. Et on le devait bien sûr à la présence allemande, mais on le devait aussi à l'attitude des Américains qui tiraient sur... Qu'est-ce qu'ils avaient à espérer à bombarder des champs? Vous vous rendez compte qu'ils tiraient sur des cultivateurs qui étaient à travailler dans les champs. Donc tout ça, ça ne s'oublie pas. Enfin, chez nous, à Bouvron, on les a laissés tranquilles. On n'a pas été leur sauter au cou, vous savez. Comme vous le savez, aux États-Unis, on a aussi une histoire avec l'esclavage. Dans l'auditoire, de jeunes lycéens originaires de Vendée, à 16 ou 17 ans, pas facile de s'imaginer l'ampleur du combat mené par Angela Davis de l'autre côté de l'Atlantique il y a plus de 50 ans. Mais pourtant, le personnage impressionne. C'était très intéressant et puis surtout, on sait qu'elle a vécu ce qu'elle dit. Elle parle en connaissance de cause en fait. Transmettre le passé pour mieux appréhender l'avenir, c'est l'objectif de cette militante des droits de l'homme. Pour le succès de ce mouvement, pour la justice sociale et contre le racisme, il faut vraiment développer cette pensée critique et ce regard historique sur ce qu'a été l'esclavagisme. Un message qui touche encore plus ces élèves de Guyane venus à Nantes exprès pour l'occasion. Mes élèves sont tous issus de peuples qui se sont libérés eux-mêmes sans attendre les abolitions. On a appris beaucoup de choses sur l'esclavage, comment les Noirs avaient vécu leur histoire en fait. Avant c'était dur pour eux, c'est utile pour l'école et pour nous, pour tout le monde en fait. Une journée riche en rencontres pour Angela Davis qui s'est aussi pliée aux séances photos et autres autographes. Elle s'appelle Sophie Bringui, 35 ans, actuelle vice-présidente du conseil régional. Cette élue sartoise mènera la liste d'Europe Écologie Les Verts aux prochaines régionales. Une liste autonome au premier tour.
Nous, tout au long du mandat, on a pu s'appuyer sur le fait qu'au premier tour en 2010, on avait fait 14%. Et qu'on pesait notre juste poids dans la majorité. Et jamais on a pu nous dire, écoutez, c'est grâce à nous que vous êtes là, donc vous êtes bien gentils, mais maintenant vous allez vous écraser. On avait vraiment une légitimité, une assise. Et moi, j'ai envie que pour un prochain mandat, on reparte avec cette légitimité, cette assise-là. Un premier tour pour se compter et négocier l'union au deuxième tour avec le Parti socialiste. Mais pour cela, les écologistes attendent une réelle prise en compte de leurs idées et notamment une remise à plat du dossier Notre-Dame-des-Landes. Aujourd'hui, nous pensons encore plus qu'hier que ce projet est inutile pour le territoire. Il arrive à un stade où il n'est pas le même qu'il l'était en 2010. Il y a eu l'opération César en 2012. Il y a aujourd'hui une urgence de remise à plat parce que tout n'a pas été étudié sur ce dossier. Et nous préconisons effectivement une étude indépendante d'optimisation de Nantes Atlantique et une remise à plat des éléments du dossier pour que les citoyens sachent. Pour ces négociations, l'interlocuteur sera Christophe Clergeau, l'actuel premier vice-président de la région, chef de file du PS. À ce jour, 4 autres candidats ont été désignés pour ces élections. Bruno Retailleau, le sénateur de la Vendée pour l'UMP, toujours en discussion avec le député UDI de la Mayenne Yannick Favennec pour mettre en place une liste d'union dès le premier tour. Autre candidate, Patricia Galerno, l'ancienne conseillère municipale de Pornichet, a été désignée pour le MoDem. Et puis c'est le Sartois Pascal Gana qui représentera le Front National dans cette élection où les candidats eux-mêmes prédisent une triangulaire gauche-droite FN au deuxième tour. La foule et une grande haie d'honneur pour saluer un camarade exemplaire, militant inlassable. Serge Doussin avait dirigé l'union départementale de la CGT pendant 22 ans. C'était un homme qui était plein d'espoir, il faisait avoir de l'espoir à beaucoup de monde aussi, parce qu'il n'était jamais défaitiste, il était toujours un homme avec qui on pouvait discuter, avoir confiance. Ce qu'il disait était juste. Trouver des hommes comme ça, ça se fait rare. On l'associe au combat pour la reconnaissance des maladies professionnelles des travailleurs du port, à la lutte des chantelles, à la fermeture des chantiers du Bijon. Je crois que tout ce qui a émaillé le département de lutte sociale est associé à Serge Doussin. Et tous se souviennent d'un homme combatif, franc et direct. On avait des rapports qui s'étaient apaisés au fil du temps. Ils avaient été un peu conflictuels au début. Et pour devenir serein et terminer dans la fraternité, c'est quelqu'un que je respectais profondément en tant que responsable syndical. Cet ancien ouvrier de la métallurgie aura marqué toute une génération de militants avant de s'incliner dans son dernier combat face à la maladie à seulement 65 ans.